Chers amis, chers ennemis, nous recevons maintenant Claude Nougaro pour Fable de Ma Fontaine, au Bouffe du Nord, du 3 au 11 mai. Bonsoir. Bonsoir. Toujours très en forme, c'est incroyable, le temps ne peut rien contre vous. Vous ne me suivez pas quotidiennement et j'ai des périodes également où la fatigue s'installe inévitablement dans un corps qui compte 72 printemps. Non, mais t'imagines 72 ans non. Je le dis maintenant presque avec coquetterie. Ah ben vous avez raison. Mais non mais c'est vrai. Non mais Claude, c'est vrai. Écoute, on vous donnerait 55 ans quoi. Je suis comme le phénix, j'aime la cendre, j'aime le feu, j'aime les oiseaux alors. Mais ça conserve la poésie et la bonne chanson. Ouais, il pensait mourir à 33 ans comme les poètes. Mais c'était le rêve de tout génie qui se respecte, ne pas sans parler du génie métaphysique de la poésie. Évidemment, on se voit Rimbaud et crever vite, quoi. Et puis finalement, les ans t'arrivent dans le corpus, dans l'habitat, et puis tu te dis finalement, c'est pas tellement désolant de vivre encore un peu, quoi. Tu t'attaches. Et tu t'attaches même aux racines du mal. Alors, Fable de Ma Fontaine, Patrice. Alors, Fable de Ma Fontaine, oui. Donc, c'est un spectacle qu'on n'a pas encore vu, puisqu'il commence le 3 mai, mais on a quand même... il n'a pas commencé le 3 mai, il a commencé le 6 avril. Oui. Et à Tautavel. En tournée. C'est la Catalogne française où nous avons découvert l'homme de Tautavel, 450 000 ans. Oui, là c'est beaucoup plus vieux que vous, effectivement. Oui. Alors donc on verra quand même quelques images, parce qu'on a un petit peu tourné, mais c'est vrai qu'alors là, c'est vrai que comme il change souvent, alors parfois il a fait des spectacles avec un grand orchestre, parfois avec juste Maurice Vander au piano, et là, hop, plus personne, vous êtes tout seul, il n'y a même plus de musique. Voilà. Il y a un banc. Il y a un banc, oui. Alors, en deux mots, dans la plupart de mes tournées de chanteur, j'aimais bien dire un poème comme une récitation, parce qu'il y a une histoire dedans, et parce que si je suis venu à la chanson, c'est par l'écriture, et non, je dirais, si je n'avais été qu'un interprète, j'aurais pas fait de la variété. J'aurais fait un autre métier, je ne sais lequel, mais je n'aurais pas été l'interprète d'un parolier. Par contre, je me suis dit, dans les années 50, il y avait tout un tas d'écrivains qui s'intéressaient de très près à la chanson. Sartre, Audiberti, Queneau, tout le monde faisait ses couplets sur des nappes. Et en même temps apparaissaient les Brassens et la suite, quoi, jusqu'à Gainsbourg, disons. Et là, j'ai vu que l'amour que j'avais en moi de l'écriture et de ma langue française, ajouté à ma passion pour les rythmes et pour le lyrisme que je tiens de mon père qui était baryton d'opéra. Toulouse. Ah non, à l'Opéra de Paris. Oui. Pardon. Oui, c'était une des vedettes, une des stars, comme on dit aujourd'hui, du Capitole et des grandes scènes françaises, mais il était premier baryton à l'Opéra de Paris. Il avait 27 ans dans le rôle de Rigoletto, Scarpia. Je connais Athanaël Parker, Thaïs... Et Pierre, ma mère, Pierre, oui. Et ma mère, Liette, ils se sont rencontrés au conservatoire de Toulouse. Ça vous le racontez dans une chanson. Oui, c'est ça, oui. Maman. Mademoiselle Maman, oui. Et ils se sont aimés dans ce conservatoire, plutôt mon père aimant davantage maman, qui, la petite Rita, repart avec son père électricien, qui a tout d'un coup une mine d'or pour électrifier Saïgon. Et donc, ils partent tous les trois. Et mon père reste seul, loin de celle qu'il aimait. Donc il fait des économies. Il va à Marseille, il prend le bateau, il fait la traversée, 1 mois et demi à peu près à l'époque, 1 mois, bien tassé. Et pour aller demander, là, sous les palmiers, les ombrelles, les boys, parce que maman, depuis qu'elle était là-bas, c'était plus la petite macaroni, elle roulait calèche et elle allait donner des leçons de piano à toute la gentry saïgonaise de l'époque, quoi. Et mon père est arrivé là comme un vagabond pour demander sa main, qu'il est arrivé à obtenir. Ils m'ont conçu là-bas, yes, à Saïgon. À Saïgon. Et l'œuf est sorti à Toulouse. Ouais.
Ça m'évite du boulot, parce que d'habitude, c'est moi qui vais raconter ça aux gens. Là, la chance qu'on a avec Claude, c'est qu'il le raconte sans qu'on le force. C'est vrai qu'il le raconte. Enfin, je disais tout à l'heure, c'est dans le dernier disque, il y a une chanson qui s'appelle Mademoiselle Maman qui raconte. La déclaration, j'imagine. Vous imaginez parce que vous ne l'avez pas vécu. Ah non, enfin, vous l'avez vécu. Non, mais je dis que j'y étais quelque part. Quoi. Voilà. Vous y étiez quand même. Non, mais l'idée de supprimer la musique et de dire les textes comme ça, est-ce qu'elle ne vous est pas aussi venue de l'hommage que vous avez fait aux victimes de la tragédie de l'usine AZF à Toulouse, en déclamant Toulouse? Oui, c'est récent. Ça, mais c'est beau, ça. Ça, c'est récent. Non, mais encore une fois, je viens à la chanson parce qu'il me semble, quitte à faire rigoler qui veut, que je suis fondamentalement un poète, c'est-à-dire un type qui obéit à quelque chose, c'est la langue, dont je connais les aspects dans ma langue à moi. Je suis incapable, on me dirait, tu vas faire une carrière internationale, tu chantes en italien à l'Aznavour. Incapable. C'est écrit en français. Quoi. Mais alors, il y a beaucoup de gens qui disent justement la chanson, c'est assez différent de la poésie, c'est-à-dire que c'est des paroles qui collent à une musique, etc. Alors, ce que vous appelez la poésie, c'est-à-dire un mot qui fait chier, souvent à juste titre, tout le monde, parce que ce sont plutôt... ça s'est tellement intellectualisé, cérébralisé, desséché, que j'ai finalement retrouvé la vraie sève de la poésie sous les plumes de certains auteurs dits de chansons. Je pense immédiatement à Jean-Roger Cossimon, Carco, il a écrit c'est pas joli. On met des chansons sur Apollinaire parce que la langue chante déjà, quoi. Donc il y a quand même une tradition poétique dans la chanson française. Par exemple, Souchon, la dernière chanson que chante Woolsey, Une fille d'avril, c'est un bijou. Bien sûr, oui, mais vous êtes aussi influencé par des auteurs qui ne sont pas que des poètes, comme Audiberti. Audiberti, c'est un poète. Il est surtout connu pour le théâtre. Non, mais son théâtre est poétique. Ce n'est qu'un poète. C'est lui qui avait dit... Quelqu'un lui avait dit, vous êtes un poète mineur, il avait dit mineur de fond, ça vous plaît. Est-ce que vous me considérez comme un poète mineur? Certainement, cher ami, mineur de fond. Oui, mais il est un peu au purgatoire, Audiberti. Oui. Les romans, mais son génie ne plus. convient pas à la sensibilité française qui est plus près de je sais pas, du voltairien, quoi, d'une langue claire, tu vois. Tandis que Audiberti, c'est tellement tumultueux. Ah oui, vous aviez écrit une chanson avec lui. Échevelé. C'est provençal. C'est pas le génie Val-de-Loire, quoi. C'est ça, c'est pas Ronsard et c'est pas Verlaine. Vous avez été proche, enfin vous avez des copains écrivains, je veux dire, Nab parle de vous dans son journal, bien sûr, Christian Laborde était très ami avec vous. Et la dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez en train de lire le journal de Paul Morand. Apporter immédiatement. Non, à boire à Claude. Ah oui. Barman, servez Claude immédiatement. Ça dessèche la gorge. 72 ans, fumer des pétards, c'est fort. Bon, alors, le temps qu'on serve à boire à Claude Nougaro, on va regarder un extrait du spectacle Magnéto. Je sonne. Voici mon ami André. Posément, avec précision, je vidais mon sac biblique, mon oreiller céleste. Tu m'entends bien, André, qu'on me prenne au sérieux, et l'humanité tout entière s'arrache de son orbite de malédiction guerroyante et funeste, à dégager, fini la souffrance, la sottise, la joie, la lumière débarque. André se massait pensivement la tempe, il me fit un sourire ému, m'entraîna dans la cuisine et devant un café m'expliqua que moi, sensible, moi enclin au mysticisme sauvage, moi devais reconsidérer cette apparition. Voilà donc Claude Nougaro, fable de Ma Fontaine, du 3 au 11 mai au Bouffe du Nord. Voilà. Du slam. C'est du slam, oui, c'est ça. Non, c'est pas du slam parce que c'est très écrit.
Tandis que le slam, c'est un peu de l'impro quand même. Ouais. Là, l'impro, c'est dans le jeu de l'acteur. Et ce qui m'a plu, justement, en revenant vers mes sources d'écriture littéraire, c'est d'être plus que jamais l'acteur qui est en moi, que j'ai besoin, quoi. Une sorte de... C'est comme si c'était... parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire des récitations l'une après l'autre. C'est relié par un fil rouge où il y a une scénographie, il y a ce banc que je me suis fait faire par un designer argentin, Pablo Reynoso. C'est un banc modulable, parce qu'à travers le banc, c'est en même temps le banc... J'ai eu besoin, sur cette scène déserte, d'un compagnon. Et j'ai pensé à un banc public, mais qui se module, qui devient évidemment le banc de l'école, parce que je repasse un examen, un banc de sable, le banc de la société. Oui, mais c'est quand même... C'est vrai que c'est paradoxal. Enfin, vous avez raison de défendre le travail d'écrivain que vous faites, mais en même temps, dans une chanson comme Toulouse, par exemple, le texte est magnifique, mais les harmonies, les arrangements sont bouleversants, et vous ne reniez quand même pas ça. Ce qu'il faut dire, Claude... Il n'est pas question de renier. Si j'ai envie de faire ça, c'est pour me payer une saison, non pas en enfer, comme dirait Arthur, mais une petite saison dans un paradis où il est très important pour moi qui me suis toujours qui met toujours en avant ce mot maudit qui s'appelle la poésie, où j'ai prétendu être un vrai poète. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, évidemment. Les grands poètes sont en même temps de grands écrivains. Victor Hugo, n'est-ce pas? C'est un grand écrivain. Et en même temps, c'est un grand poète. Baudelaire n'est qu'un poète. Verlaine n'est qu'un poète. Ce n'est pas un écrivain. Et oui. Non, mais c'est vrai. Rimbaud. C'est vrai, Claude. Vous avez été le premier, peut-être, à arriver en France à mettre des mots sur du jazz, le jazz et la java, enfin, toutes ces chansons-là, Une petite fille en pleurs, etc. C'est-à-dire que c'est vrai que vous avez été celui qui a fait ça. Enfin, moi, je me souviens à l'époque, c'était révolutionnaire, votre travail, parce que jusqu'ici, jamais personne n'était arrivé à mettre des mots sur des rythmes modernes. Parce que j'ai été imprégné, je suis au carrefour d'une famille donc dite classique, bel canto, pianiste Schumann, Liszt, Verdi, Wagner. Et tout d'un coup, sur la TSF de mon quartier, dans la TSF, il y a la voix de Louis Armstrong qui sort, et ça c'était en 1942. Bessie Smith, Glenn Miller en 44-45. Et là, immédiatement devant mon buffet, la radio était sur le buffet dans la cuisine, je me suis mis à danser devant le buffet, tu vois. Et j'ai su qu'il y avait un pacte quelque part avec cette musique, ce génie noir de la sensualité et en même temps d'une sorte de ferveur et ma sensibilité à moi. Et la chanson m'offrait précisément ce mariage entre mon amour de la prosodie et mon amour de la musique. Du rythme. Mais c'était pas facile, parce que c'est vrai que c'est pas une langue qui est faite et alors, pour ça. J'ai été façonné par ça. J'étais une éponge, ça tombe bien, ça tombe sur moi. Bien, ok. Et puis ensuite, quand je suis arrivé à Paris, j'ai travaillé, mais au 19e siècle, au Lapin-Agile, c'était du bruant, où on arrivait pour... Et en même temps, j'ai beaucoup appris de la beauté de la chanson française de cette époque-là, de tous ces chants conviviaux comme ça, qui se chantaient en chœur avec des textes impeccables de netteté, tu vois, des choses admirables. Philippe, vous avez souvent le Lapin-Agile, vous? Ah oui, on a passé il n'y a pas longtemps une nuit avec Claude au Lapin. Là, elle est là, en mémoire de Nucera. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est au Lapin-Agile que j'ai rencontré dans les années 50 Marcel Aimé, Cossimon, Jane Paul. C'était assez bien fréquenté. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.